Alors, j'inviterai le premier ministre à s'avancer pour un premier temps de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. Durant cette période, aucune question ne sera permise. Dans le même principe que ce matin, si vous posez une question et qu'on ne vous donne pas le droit de parole, veuillez l'inscrire sur une feuille et à la fin du débat, nous remettre les questions. Merci. Madame la Présidente, chers collègues, membres de l'opposition, bonjour. Nous sommes tous convoqués aujourd'hui ici, pour vous présenter une motion visant l'amélioration de la qualité de vie et le contrôle du budget fédéral. Donc, la motion se lit comme suit. Nous proposons d'éliminer les régimes de retraite à prestations déterminées pour tous les nouveaux employés de la fonction publique en les remplaçant par des régimes à cotisation déterminés. Je vais maintenant vous présenter les 3 arguments principaux de notre argumentaire. Donc, le premier argument, nous devons, en tant que gouvernement fédéral, de garder le contrôle sur les cordons de la bourse. Nous devons de garder les dépenses à leur minimum pour viser le déficit zéro. Je suis désolé. Ensuite, nous remarquerons aussi le désavantage des régimes à prestations déterminées dans une démographie telle qu'est la nôtre canadienne, d'une inversion de la pyramide démographique. Et finalement, je vais vous présenter pourquoi les programmes à prestations déterminées est un programme dépassé et complètement démodé. Donc, pour bien débuter, les finances publiques, un point qui nous touche tous et toutes. Elles sont affectées directement par les régimes de retraite actuels. Ce sont les décisions du passé qui affectent notre situation économique d'aujourd'hui. Nous sommes acculés au coin du mur, en raison des décisions du passé, comme je l'ai dit. Nous devons cesser de nous endetter pour tenter de couvrir les erreurs et les mauvaises décisions. Nous devons faire notre juste part en tant que Canadiens, Canadiennes, employés de la fonction publique ou non. Il ne s'agit pas seulement de se serrer la ceinture, par contre. Il ne faut pas seulement penser à demain, mais penser à nos enfants et au futur. C'est à noter aussi qu'il peut s'agir d'un énorme avantage qu'un régime à cotisation déterminé dans une situation de prospérité économique en raison de l'influence des marchés sur ces régimes. Tel qu'énoncé plus tôt, l'inversement de la pyramide démographique nous force en quelque sorte à opter pour ce genre de régime à cotisation déterminée. Nous ne pouvons faire vivre les retraités en nous endettant constamment. La population active et occupée rétrécit alors que les retraités grossissent. Troisièmement, pourquoi est-ce que les programmes à prestations déterminées, sont démodés? Eh bien, quelle bonne organisation pour accepter un tel régime de nos jours pour des nouveaux employés? C'est complètement irresponsable de penser qu'une telle situation est viable. Pour assurer une prospérité économique dans toutes les organisations, elles se doivent d'opter pour un régime à cotisation déterminé. Encore une fois. Il s'agit ici de la survie de nos ministères et de notre gouvernement. Le gouvernement fédéral n'est pas seulement responsable de faire des programmes
au jour le jour, mais est aussi responsable de tous les Canadiens et les Canadiennes, de toutes les finances des Canadiens et des Canadiennes. C'est donc pourquoi je vous invite à prendre cette idée en compte et à voir à quel point il s'agit d'une décision responsable que de contrôler les dépenses du gouvernement avec un programme à régime à cotisation déterminé, encore une fois. Merci. J'inviterai le chef de l'opposition à s'avancer pour un discours d'une période de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. Thank you, Honorable Speaker. We on side opposition believe that the fundamental problem with the government case is that they haven't clearly outlined the differences between the current benefit pension plans as they exist today and the contribution plans that they are proposing. What we tell you that the problem with the contribution plans that they are proposing is that they put far too much control into the hands of people that are not ready nor capable in all cases to be able to deal with those finances. So to make that clarity for you, let's be clear about the two different things that we're talking about. Under the current system with benefit pension plans, you have a set amount of a federal employee's income being put into their retirement fund, which their employer, in this case the government, matches. However, with contribution plans, we are talking about two very different things. The first difference is that now the people, to a certain extent, are able to choose what exactly that money is investing in, what exactly it's going into. But much more importantly, what they're starting to choose at that point is how much of their money is being put into their retirement plan, and that is a very scary thing. With that model in mind, we on side opposition stand on two basic principles. First being stability for the government and the taxpayers. And second, stability for the federal employees themselves. Because by putting the power into their hands, we fundamentally think that they are going to end up hurting themselves. My partner then will start to talk about how we're actually not taking away a large amount of choice on our side of the house. So first, in the first point that we want to bring up here, we want to be clear that Canada needs a social safety net, and that only then can we get stability, both for the government and for the taxpayer. So why do we need a social safety net? Recognize that under the status quo, what having constant and very consistent payments into one's retirement allows the government to do is two basic things. First, make sure that that person actually has money to retire on. And second, allows them to know exactly how much they're going to have to match every single month. The problem with their plan is that you lose that consistency. And this is a problem for two reasons. The first is that if someone doesn't end up putting as much into their retirement as it turns out they actually need, because we can't see 50 years into the future, they end up not having enough to really retire on. That usually means that they then have to go onto some sort of social safety net elsewhere, such as Medicare, for example. And the problem with that is that the government then fronts the bill, which means that the taxpayer fronts the bill. We don't think that that's fair to the taxpayer, and we also don't think that that's a good thing for the average citizen or federal employee. We think that those employees don't want to live on Medicare. We recognize that Medicare is not a comfortable way to live, but rather it is bare bones and allowing someone to get by. We think that ensuring that they have enough to retire on is absolutely an important thing for every single one of these federal employees. Now, recognize as well that we need to talk about the government and knowing how much liability it's going to go into every month. Because at the point where the government doesn't know how much it needs to match in someone's retirement account every month, it makes it very hard for the government to be able to deal with its own finances. And we think that that's extremely bad and explains why a recent study showed that these sort of pension plans for federal governments tend to cost about 80% more for the government than the current plans that we're talking about. That kind of expense isn't fair to us as taxpayers, it's not fair to the government. And in our second point, which I want to start right now, I want to explain how this is not good for the federal employees themselves. Because let's recognize two very important things. Number one, that federal employees, like anyone else, do not necessarily know all of their finances for the next 50 years. It is something that is very hard for them to predict.
What they do have right now are expenses, and a lot of them. Not just things that they need, but things that they want. And they are likely to take this money, and rather than put it into a safe retirement account, they are much more likely to use that for current expenses. If we need an example of this, we can look at the United States healthcare system, which before the Affordable Care Act saw millions of Americans not even buying into healthcare at all, because in their mind, they might get sick, but let's face it, they have things to deal with right now. We think that this is a perfect example of the fact that we cannot trust people in all cases to be in 100% control of those kinds of finances. Recognize as well that this particularly disenfranchises the poor, because these are people who, because of their background, unfortunately, aren't as financially literate and therefore might not understand just how much they need to be able to put into these kind of accounts. We don't think that that's fair to them. We do think that we need to create that social safety net for them. So what have we heard out of proposition? Really only one thing, that we don't want a deficit, that we want it to be at zero. But based on the analysis that I've given you, let's recognize that the vast majority of the deficit in places like Canada and the United States is based off of dealing with other social safety nets, such as Medicare, which they are making worse on their side of the house. In the end, Honorable Speaker, we are talking about two main principles: stability for the government and the taxpayer, and stability for these employees. For those two reasons, we are proud to propose. Thank you. J'inviterai maintenant le premier représentant du gouvernement à s'avancer pour son droit de parole d'une durée de 3 minutes. Bonjour, Madame la Présidente. Pour bien mettre les choses au clair, j'aimerais d'abord expliquer ce que fait l'inversement de ce que mon gouvernement a précisé, l'inversement de la démographie au Canada, ce que ça a comme impact. Une population très vieillissante, donc beaucoup plus de personnes qui vont prendre leur retraite, ce qui est dû à l'effet des baby boomers qui, justement, s'en vont en retraite. Cela a pour but que la population qui doit supporter les régimes de retraite de cette population vieillissante est beaucoup plus restreinte, donc devra être surimposée pour continuer avec les prestations déterminées. Mon gouvernement propose de passer à des cotisations déterminées de façon à ce que, justement, on va savoir l'argent qui va sortir du budget et non l'argent qui va y rentrer. Nous avons déjà essayé plusieurs stratégies comme repousser l'âge de la retraite de 65 ans à 67 ans, ce qui n'a pas de sens parce que nous n'allons pas faire travailler le monde indéfiniment. L'âge de la retraite, repousser l'âge de la retraite n'est pas une solution. Ce n'est pas qu'aux employés du privé qui ont depuis longtemps délaissé cette idée de prestations déterminées. Ils ont depuis longtemps délaissé cette idée, justement car elle ne faisait pas de sens. Ce n'est pas uniquement leur part de faire ça. On doit s'impliquer en donnant l'exemple au gouvernement. Le gouvernement fédéral doit justement suivre cet exemple que le privé a fait depuis déjà très longtemps, justement parce que l'idée est très démodée. Aussi, la pyramide va suivre son cours ainsi, et dans le moment, l'argent est indisponible ailleurs que dans les justement régimes de retraite pour combler ce déficit. Et aussi, pour en revenir de ce que l'opposition a dit, il a dit qu'il y a moins de stabilité avec la cotisation, tandis que non, il y en a plus de stabilité. C'est certain que si on sait les montants qui vont sortir du budget, ça va être bien plus intéressant pour le gouvernement de savoir combien on doit dépenser que combien on va gagner. C'est sûr que le gouvernement ne va pas arrêter de matcher les rentes reçues de la part des employés actuels, mais on va tout simplement avoir une stabilité économique plus profonde si l'on continue. Si l'on continue avec cette approche, nous n'allons justement pas avoir la stabilité économique, mais bien nous avons créé un déficit plus gros, et face à la situation à laquelle on est présentement, nous sommes au pied du mur, il n'y a plus d'argent dans les coffres pour subventionner ça. Merci. Merci. J'inviterai maintenant le premier représentant de l'opposition à s'avancer pour un droit de parole d'une durée de 3 minutes.
Madame la Présidente, cher public, j'aimerais d'abord mentionner qu'un des arguments que la partie adverse a présenté n'a pas beaucoup de sens à notre égard. On mentionne que le vieillissement de la population, sur lequel se base leur argumentaire, l'inversement de la pyramide sociale, affecte justement les revenus d'État parce qu'ils doivent payer des grandes pensions. Nous sommes absolument d'accord avec ça. Le problème, c'est que l'ensemble de cette population vieillissante est déjà sur le marché du travail, est déjà engagé par le dit gouvernement. Alors, ça ne va absolument rien changer aux finances pour cette partie de la population. C'est seulement la nouvelle population, qui est en fait beaucoup plus petite que la plus vieille, qui va rentrer sur le marché du travail. J'aimerais maintenant apporter un autre argument pour rajouter, pour mitiger ce que mon collègue, le Premier ministre, a apporté plus tôt. Nous croyons absolument en un filet social qui est très important pour nous. Nous croyons qu'il est à la base du modèle canadien, du modèle québécois, où chacun, nous prenons la responsabilité pour l'ensemble de notre société. Cela dit, nous sommes aussi des très grands fervents de la liberté individuelle, du fait que chaque individu doit avoir le droit d'investir dans un véhicule de placement qui lui ressemble en prenant les risques qu'il veut. Notre modèle, en ce moment, nous croyons, est très bénéfique car il réussit à balancer ces deux choses. Comme je le dis, le filet qui est contrôlé par l'État est contrebalancé par plusieurs éléments de notre modèle économique qui permet aux individus de choisir les véhicules d'investissement qui leur plaît pour faire fructifier le fruit de leur labeur vers leur retraite pour avoir une retraite comme ils veulent, à leur image. Mentionnons d'abord le régime enregistré d'épargne retraite, ou REER, où, comme on le sait, les employés, les citoyens canadiens ont le droit de cotiser un montant de leur choix à chaque année dans un véhicule de placement qui leur ressemble. Plus récemment, notre gouvernement a également mis sur place le compte d'épargne libre dépôt, ou CELI, une mesure géniale qui permet aux citoyens d'investir un montant donné par année qui sera réduit de leur revenu imposable. Donc, non seulement on offre, ce compte, on peut investir l'argent où on veut, dans n'importe quel secteur de la bourse, dans des fonds mutuels, dans des options, absolument où est-ce qu'on veut. Donc, la liberté individuelle est non seulement présente, possible, mais elle est encouragée par justement le fait qu'on déduit l'impôt sur ce montant annuel. Grâce à ces véhicules, comme je dis, l'effort que on voit l'effort que le gouvernement met dans non seulement l'intégration d'un filet social propre au modèle canadien-québécois, mais également à quel point nous tenons à l'initiative individuelle dans le fait que les gens puissent avoir une retraite à leur image, une retraite où est-ce qu'ils pourront bénéficier de tout le fruit de leur labeur et du choix judicieux ou moins judicieux des investissements qu'ils auront faits. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais inviter le deuxième représentant du gouvernement à s'avancer pour un temps de parole d'une durée de 4 minutes. Merci, Madame la Présidente. Nous le savons tous, l'argent actuel est emprunté à nos générations futures. Actuellement, nous n'avons plus d'argent dans nos coffres, nous devons l'emprunter pour pouvoir justement subvenir à nos dépenses du gouvernement. Je crois que ce n'est pas ce que nous désirons laisser en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, des coffres vides, un endettement élevé. Non, Madame la Présidente, un gouvernement responsable, ça se doit d'agir immédiatement. Faire notre juste part signifie agir de façon responsable et dépenser l'argent de tous les contribuables de façon intelligente, Madame la Présidente. Il faut donc arrêter l'emprunt d'argent pour atteindre le déficit zéro, pour justement se payer les services qu'on a les moyens de se payer. On ne veut pas justement ressembler, je crois, à des pays qu'on pourrait donner, par exemple, comme la Grèce, qui actuellement sont payés des régimes beaucoup trop élevés pour leurs dépenses, pour leurs revenus. Aujourd'hui, ils doivent subir les contre-coups de ceci. On coupe à plusieurs endroits actuellement parce qu'on est au pied du mur, comme mes collègues l'ont dit à plusieurs reprises. Il faut rétablir notre budget. Mais pourquoi devrions-nous épargner la fonction publique? Elle fait également partie du Grand Canada et elle doit, elle aussi, faire sa juste part. Ce n'est pas la première fois que nous le disons. Madame la Présidente, les prestations terminées, c'est trop cher. Soyons réalistes. On n'a plus les moyens de pouvoir se payer ça. Comme l'opposition le dit, on ne peut pas prévoir l'avenir dans 50 ans. L'opposition nous parle que les gens n'auront peut-être plus les moyens de prendre leur retraite dans 50 ans. Bien, laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, que si on continue comme ça, dans 50 ans, on n'aura plus juste les moyens ce n'est plus seulement les contribuables qui vont
n'auront pas les moyens de pouvoir prendre leur retraite. C'est l'ensemble des Canadiens qui ne pourront plus rien prendre leur retraite parce que nous n'aurons plus assez d'argent pour pouvoir payer leur fonds de retraite. À ce rythme, les coffres qui sont déjà vides, l'endettement ne fait qu'augmenter. C'est des générations plus tard qui vont devoir rembourser ceci. On le dit, on le répète même que c'est ce qui va se passer. Je crois que maintenant, il est temps qu'on agisse face à ceci. Donc, l'opposition nous dit également que notre projet de loi ne toucherait que la jeunesse qui commencerait nécessairement, oui. On ne veut pas pénaliser les employés qui sont actuellement ici. On leur a fait une promesse qui sont fait embaucher, ils savaient à quoi s'attendre. C'est pour les prochains employés qui vont rentrer. C'est normal que ce soit pour eux, parce que les retraites arrivent à grands pas. Donc, nécessairement, oui, on va faire plus d'embauches. Prévenir plutôt que guérir, je crois que c'est un dicton qui se doit d'être mis ici actuellement. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, Madame la Présidente, pour pouvoir agir. Si justement le gouvernement passé avait été responsable comme le nôtre, ils auraient agi eux aussi. Ils n'auraient pas attendu d'être au pied du mur, d'être pris à la gorge pour pouvoir enfin agir et devoir déplaire à la population. Il y a des choix qui se doivent d'être faits. Et c'est nous, le gouvernement, qui allons les faire. Pour ceci, il faut réagir. Il ne faut pas remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Je crois que c'est un dicton également qu'on dit, on répète. L'opposition ne nous propose rien, nous critique en disant que les générations qui vont arriver ne sauront pas ce qu'ils vont obtenir plus tard. C'est normal. L'avenir économique, nous non plus, nous ne la connaissons pas. Nous ne pouvons pas la prédire également. Comment ça se fait que ce serait seulement au gouvernement de pouvoir subvenir, de pouvoir être les seuls responsables de cette sortie d'argent? Faire le juste part, c'est également aux employés de le faire. De plus en plus, les organisations à travers le Canada enlèvent les prestations déterminées pour les remplacer par des cotisations déterminées. On est dans ce moment-là. Cette prestation déterminée, c'est une erreur que nous avons faite, que nous allons corriger pour justement le bien de tous les Canadiens et Canadiennes, Madame la Présidente. C'est pour ça que nous devons accepter cette motion. Merci. Merci. Alors, j'invite le second représentant de l'opposition à s'avancer pour un discours d'une durée de 4 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Now, what I'm going to be doing here today is first starting with some refutation and then kind of reconstructing the case we had here on side government. But before I really get into a systematic refutation of everything we've heard from side government, I'd like to discuss what this last speaker was just talking about. He said many, many times, let's not put off to tomorrow what we can deal with today. But I don't think they really understand what this motion is about, right? We're not saying, oh, we're going to stop paying people money in the future because, we can't afford it. This resolution is just about changing the way people are going to be getting their pensions in a way that's actually more expensive. And we've told you that on our side of the House. We heard no response to that. That under our side of the House, under the defined benefit pension plan that we have here today, the government knows exactly how much money they need to spend at what point in time when these people retire, and they don't have the uncertainty and the expenses that all that uncertainty actually creates. So the first point we heard from their side of the House is that controlling the federal government and the federal budget. And they said, all these affect the pension plans. But what we've told you here today is that actually the motion that they're putting forward is more expensive. The only benefit to it is that, you might get more choices in terms of what you can invest in within, a defined contribution plan. But we've already told you, there's tons of other ways where you can control your money, right? So that's not really that important. And then they talked this whole notion about there's a demographic pyramid. And they kept on saying, well, we're going to have a lot of expenses tomorrow, so let's try and control them today. But, Honorable Speaker, this motion doesn't do that. That's not actually what this motion is about. This motion is about how are we going to pay people who retire. It's not whether we're going to pay them, because that's clear. They're getting paid either way. And it's either are we going to pay them a set amount that the government's going to know what it is, or is it going to be an amount that's going to change under this contribution plan? Is it going to be like, well, first of all, people might not pay enough, so then we're going to have to pay them tons of money in Medicare and other costs later because they won't be able to live because they didn't save enough. Or B, maybe people are going to start putting a lot of their money at one point, then not putting their money, and the government's going to have to be flexible with their money, and that's really why it's actually more expensive. To have financially, it just doesn't make sense to have to deal with that kind of flexibility on the side of government, and it's much more expensive to deal with on the whole. So what have we been telling you here today on our side of the House? First of all, we talked about the public safety net. Now, in general, when we use these workers, people who are working for the government, they don't all know the best way to put their money forward.
under our side, we're saying, you know what, you have this job for X many years into the future, you're going to get this amount of money, this amount of money, this amount of money. It makes it very easy for them to plan their future, and it makes it easy for us as a government to say, well, you know, this is what we have to put away for each and every year. That's actually how we're controlling the federal government. We've talked about how there's tangible harms to this, meaning that some people who are going to control their money and not put enough into retirement or whatnot, and primarily people who are less educated, who don't have university experience, who haven't gone through finance courses and everything, these people are going to be put in charge of investing their money in ways that just might not be very beneficial to them. It's actually going to disproportionately harm these people who have less education. And thirdly, we've talked about this whole notion about there's alternative methods. So if it's really that important to control where your money is going, well, you can do it in your TFSA or in a savings plan. Because that, Honourable Speaker, is one of the only two differences between these two motions, right? And they haven't really talked about this at all inside government. The only difference between, the defined pension plan versus the contribution plan is one, when the payments are being made. We know that under the current model, right? We know when the payments are going to be made. Under their model, we have no clue when we're going to have to put money into these things, because it's only when people contribute their money. So that's one difference. And the other difference is you might get a bit more choice in terms of what you invest in, but they never talked about that, right? And we've told you how you get tons of choice on our side of the house. That's why we think that this motion has to fall. This motion has to fall inside opposition, right? We're really happy that we're making sure that everyone has this certain level of comfort, and we're controlling these government costs. In terms of any more refutation, they also brought forward this notion many times about borrowing money from the future, but that's essentially what Medicare, Medicaid, that's what these principles are actually founded on, right? That's the founding principle of these things. It's that every generation benefits slightly for the future generation, and we don't want to make it as inexpensive as possible for them. But under our model, it's less expensive. We've told you it's around 80% less expensive to do it the current way. Why change it, right? Why make it more expensive? And we're okay with paying a bit more into the future to support our Canadian services. Thank you very much. Alors, je réinviterai le premier ministre à s'avancer pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes, entièrement protégé. Madame la Présidente, je vais tout d'abord commencer par répondre à certaines questions proposées par l'opposition. Premièrement, la première question est venue du Premier ministre, et je tiens à clarifier cette question. C'est les opportunités de placement personnel. Ici, on ne parle pas de placer l'argent, ici on parle des employés fédéraux, pardon. On ne parle pas de placement personnel pour les employés. Si les employés le veulent bien, ils peuvent placer leur argent dans les CELI ou dans les REER, comme l'opposition l'a dit. Par contre, ici, on est vraiment très clair sur les régimes à cotisation déterminée. Ce sont des régimes des employés publics. Ce sont donc des cotisations qu'ils font nécessairement déjà, et on vise surtout sur la redistribution de ces cotisations. Donc, voilà pour répondre à la première question. Ensuite, on a douté de la capacité du gouvernement fédéral et ou des gens qui vont gérer l'argent des employés municipaux dans leur fonds. Donc, je tiens à me faire très clair et à me faire comprendre par l'opposition. Cet argent sera géré nécessairement par des professionnels, par des gens qui savent ce qu'ils font. Et comme vous l'avez si bien dit, Madame la Présidente, les gens n'ont pas tous des degrés en finance ou en fiscalité. Donc, nécessairement, si cet argent est géré par des professionnels qui ne font que ça, il est beaucoup plus facile et peut-être surtout plus rentable pour les gens qui vont bénéficier de ces retombées. Ensuite de ça, les risques sont en tout temps planifiés, nécessairement. On a parlé de risques du côté de l'opposition. Les risques, comme je viens de le dire et l'énoncer, sont planifiés dans un régime géré par des professionnels. Encore une fois, je tiens à réitérer la position du gouvernement sur l'importance du problème, de repousser le problème à demain. On a tenté d'essayer de démolir ce problème-là avec les régimes comme le régime de santé publique. On a tenté de dire que ce programme-là était aussi un programme qui repoussait le boulet, la charge du budget à demain. Par contre, je tiens à me faire très clair, si aujourd'hui nous sommes au pouvoir, c'est pour vraiment être un gouvernement responsable et ne pas léguer une dette et un boulet aux générations futures. C'est donc pourquoi nous tentons de changer ce régime à cotisation déterminée. Pardon. Et je tiens aussi à réitérer la position que mon collègue a dit sur le moment opportun
de la conjoncture économique actuelle pour réaliser ce changement auprès des nouveaux employés de la fonction publique. Donc, pour terminer, je vais vous réitérer la motion afin de me faire bien clair. Nous proposons d'éliminer les régimes de retraite à prestations déterminées pour tous les nouveaux employés de la fonction publique en les remplaçant par des régimes de retraite à cotisation déterminée. Merci, Madame la Présidente. Merci. J'invite à nouveau le chef de l'opposition à s'avancer pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes, entièrement protégé. Thank you, Honorable Speaker. I think that it is incredibly indicative that, are you okay? Oh, God. Oui, oui. Who said debate's not exciting? All right. Okay. Thank you, Honorable Speaker. I think that it is incredibly indicative that side government tries to explain again what the motion was supposed to be in the last 6 minutes of the debate. They have told us throughout this round that we are supposed to care about the deficit. We agree. We have never once doubted the idea that pushing money and pushing expenses on future generations is at all a good thing. But they have never once told us how their plan does that. What we have explained multiple times is that by allowing people to decide what they invest in and how much they invest in, that somehow this will mean that we have to pay in less money. As my partner described less than 3 minutes ago, the government still has to match that money. In the best case scenario, this means that people continue to make those exact same payments into their retirement plan that the government will continue to match, so we don't save any money. In the much worst case scenario, which they seem to advocate for, people decide to put less money into their retirement plan because they decide that it's just not important enough, that they have other things that they need to spend on now. Yes, the government saves money in the short run by not having to match as much, but that is disastrous in the long run. Multiple times, myself and my team have tried to stand up asking whether or not the deficit is actually caused far more by other social safety nets that we are forced to use when other people don't have enough money to retire, such as Medicare. Unfortunately, we haven't been able to get a response, but we would argue that the answer to that is absolutely yes, and we think that there is a reason that these pension plans tend to be considered far more expensive on their side of the house. But we've also told you this isn't just a mitigatory case. It's not just that this isn't slightly better than what we're looking for now, it's actually significantly worse. At the point where we have people in charge of their own finances that don't necessarily know what they want to invest in, think that they don't need to invest as much into important things as they actually might, they end up hurting themselves and taxpayers who don't deserve it. The only response that we finally get in these last 3 minutes from the Prime Minister is that, well, people will still use professionals to manage that money. Not everyone can. Not everyone can afford to use Fidelity Investments and other places to be able to keep their money and be able to manage it for them. The idea that everyone is going to decide to do that is absolutely absurd, especially when we give you very good analysis to explain why people are much more likely to use that money for their own personal gains at the point that they decide how much they want to contribute into their 401k. This is clearly a mistake by side government. This is not something that we want. In the end, we have stood on two very clear principles on our side of the House. We stood for stability for the government and the taxpayer, two organizations that are absolutely going to be hurt under their model and in an extremely unjust way at the point that they have to pay for other people's mistakes. But second and most importantly, we advocate for the stability for these federal employees who will have to deal with the consequences if this money isn't used correctly. For all of these reasons, we're proud to propose. Merci, thank you.